Je dirais que en fait, c'est un terme en fait qui désigne toute forme possible en fait de prétexte en fait de situation qui permet donc d'élaborer donc une information incorrecte ou trompeuse de façon délibérée qui est créée et ou diffusée dans le but donc d'influencer des opinions ou des comportements, comme par exemple lors de campagnes électorales. Donc c'est aussi un procédé en fait qui peut permettre de gagner de l'argent ou qui peut également permettre de nuire par exemple à des individus ou à un groupe de personnes. Donc c'est un procédé qui permet par exemple de provoquer une sorte de polarisation en fait dans nos sociétés démocratiques, ou qui parfois quand il est utilisé permet de saper les valeurs démocratiques dans nos différents pays en contexte électoral par exemple. Oui, on parle beaucoup de désinformation à l'échelle du continent et en octobre prochain, donc les Ivoiriens se rendront aux urnes, comme ce fut le cas dans plusieurs pays sur le continent africain. Donc, la spécificité ici du cas ivoirien, c'est que les citoyens se rendront aux urnes pour élire un nouveau président dans un contexte assez tendu où il y a beaucoup de tractations politiques en cours, comme on l'observe. Et puis, c'est un pays aussi qui, depuis 30 ans, n'a connu aucune alternance de pouvoir pacifique. Donc, en fait, c'est une situation qui cristallise les attentions, en fait, qui permet de voir de part et d'autre qu'on assiste déjà à des échanges assez musclés souvent entre les différents protagonistes en fait. Et derrière les fausses nouvelles se cachent souvent des stratégies qui visent à soit attirer l'attention d'un électorat spécifique, à manipuler l'opinion publique ou à affaiblir par exemple un protagoniste dans le cas d'une élection présidentielle. Alors, dans le contexte des élections, les acteurs qui s'adonnent à la diffusion de fausses informations, en fait, ils ne cherchent pas toujours à faire circuler des informations factuelles, mais plutôt, parfois, comme je le disais, donc à attaquer un adversaire politique, à semer la confusion dans la population, en rendant plus difficile, par exemple, la distinction entre des informations véridiques et celles qui sont trompeuses. Donc, après, dans ce cas de figure, vous avez aussi bien des acteurs locaux. Acteurs locaux, ici, on voit des hommes politiques qui s'adonnent à de telles pratiques, des hommes politiques avec leurs états-majors, donc qui ont, on peut dire, des armées numériques qui s'adonnent à de telles pratiques. Et puis, à côté, vous avez aussi de plus en plus des acteurs étrangers qui s'adonnent à de telles activités dans les champs informationnels africains. Ces dernières années, par exemple, on a vu Facebook qui a mis à nu, donc qui a dénoncé plusieurs opérations coordonnées de manipulation de l'opinion publique dans différents pays à l'approche des élections. Donc, c'est des manipulations, par exemple, qui permettent à des acteurs qui disposent d'une puissance de feu informationnelle assez forte, en fait, donc pour faire circuler des informations trompeuses, des informations qui peuvent être également utilisées pour diffuser, pour jeter le doute sur la légitimité, la sécurité, la fiabilité, la sincérité du processus de vote, ou même des systèmes techniques qui sont utilisés dans les pays africains lors de l'organisation des élections. On a vu des acteurs, par exemple, internationaux qui vous proposent des packages avec des montants bien définis pour mener des opérations spécifiques, voilà, dans ce genre de situation. Donc, on a des campagnes de diffusion de fausses informations qui sont donc orchestrées de telle sorte pour influencer les électeurs. Lors des dernières élections, par exemple en Côte d'Ivoire, Facebook avait annoncé un peu avant les élections, voilà, son intention de mettre en œuvre donc des mesures pour contrer la propagande et la désinformation en ligne. Donc, que c'est un problème qui est réel, c'est un problème qui crée de sérieux problèmes en Afrique à l'approche des élections, malgré que de telles intentions étaient affichées donc par Facebook, donc qui a pris au sérieux le problème de la désinformation à l'approche des élections en Côte d'Ivoire. On a vu que c'était un scrutin qui a été émaillé en fait de fake news en fait. Donc aujourd'hui, le groupe Meta, par exemple, a annoncé en début d'année qu'il se désengageait de la modération de tout ce qui est contenu mensonger. Donc c'est une annonce qui aujourd'hui peut inquiéter davantage donc par rapport à tout ce qui concerne la lutte contre la désinformation, parce qu'aujourd'hui le groupe Meta possède aussi bien Facebook, Instagram que WhatsApp. C'est des plateformes où beaucoup d'informations
à caractère électoral circulent. Dans le même temps, aujourd'hui, quand vous prenez cette décision de se désengager de la modération des contenus mensongers, c'est une décision en fait qui vient provoquer un choc en fait dans les paysages sociopolitiques africains, parce que aujourd'hui on est en face tous les jours aux dégâts de la désinformation. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, au lieu d'opter pour de telles pratiques qui consistent à se désengager de la modération des contenus mensongers, les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, WhatsApp et TikTok devraient plutôt chercher à renforcer leur politique de lutte contre les contenus destinés à tromper les électeurs, les internautes en période électorale. Les fausses informations peuvent avoir plusieurs conséquences sur les électeurs. Quand on prend par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, on peut voir déjà que le président sortant a été victime, comme vous le disiez, donc de plusieurs fake news déjà. Donc il a été la cible de plusieurs fake news. À côté de ça, on observe également que la Côte d'Ivoire actuellement se trouve dans une situation où, avec certains voisins de la sous-région, les relations ne sont pas au beau fixe en fait. Donc ce genre de discours, par exemple, à côté des fake news, peut être amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux qui peuvent venir semer encore plus de troubles dans les champs informationnels africains. Donc les conséquences des fake news dans un tel contexte sur les élections peuvent être dévastatrices. Donc à l'approche des élections, la désinformation en ligne, par exemple, peut contribuer à altérer la perception du corps électoral, par exemple. Donc ça peut venir brouiller un peu les pistes de compréhension des électeurs sur des sujets déjà qui ne sont pas toujours faciles à comprendre par les électeurs. Donc, et en même temps, ce genre de désinformation ou de pratique de désinformation peut venir créer un climat de méfiance de la part des électeurs, en fait, envers les institutions politiques du pays, envers les personnalités politiques également du pays. Donc, si une personnalité politique, en fait, est victime de fake news, en fait, et qu'on annonce sa mort, en fait, certains électeurs, par exemple, peuvent prendre cette information comme argent comptant. Donc, il peut arriver que les électeurs exposés à des informations contradictoires également deviennent plus sceptiques par rapport à tout ce qui est mis en place pour convoyer le corps civique, le corps électoral vers les élections. Donc, dans ce genre de cas, il peut être difficile pour certains électeurs de s'informer de façon factuelle, de façon véridique, et de pouvoir attester de la véracité des informations dans de tels contextes. Donc, à terme, cela peut créer donc de la confusion, comme je le disais. Donc, dans le cas où il y aurait des sources d'informations contradictoires, il y a souvent des sources d'informations contradictoires lors des élections, ce qui peut contribuer à un accroissement encore plus grand des fausses nouvelles auxquelles les internautes seront exposés dans de telles périodes, donc les périodes électorales. Et puis, comme autre impact, ceci peut également conduire à un désengagement des électeurs, donc contribuer à ce que les électeurs perdent en fait le goût de la saveur des élections, donc se détournent des élections, se détournent du processus électoral, parce que si par exemple vous avez des gens qui ont en tête de voter pour un candidat qu'ils voient comme un candidat rassembleur, un candidat stable, un candidat qui pourrait porter les aspirations du peuple, et que vous faites circuler des informations concernant sa vraie fausse mort, par exemple. Donc ça peut conduire au désintérêt, donc au désengagement des électeurs du processus électoral, face à la confusion, face au doute que ce genre d'informations peuvent créer. Vous avez aussi parfois donc des informations qui incitent à la haine tribale, à la haine raciale, donc à la haine ethnique aussi, qui peuvent venir aussi semer du trouble à l'approche des élections. Donc on a eu des cas où certains pays sont passés par ce scénario et ont connu des violences préélectorales ou post-électorales. Donc ça aussi, ça peut venir de la désinformation. Donc ce qui peut également contribuer à une baisse en amont de la participation électorale, et puis venir aussi créer le chaos, donc au moment où les résultats peuvent être proclamés. Donc en exacerbant les tensions sociales, par exemple, la désinformation peut conduire donc à des actes de violence qui peuvent impacter plusieurs communautés, qui peuvent donc, comme on a pu le voir aussi bien en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays anglophones, par exemple, donc des violences, donc la désinformation peut susciter des violences qui peuvent déboucher dans le monde physique, et donc ceci peut venir entacher donc au final la sincérité, la crédibilité
des processus électoraux. Concernant donc la responsabilité de l'État, je pense que dans un premier temps, il est aujourd'hui important que nos États mettent à niveau le cadre juridique. Donc, je vais prendre l'exemple du Bénin, par exemple, où nous avons travaillé récemment avec le gouvernement béninois dans le cadre de l'examen périodique universel à la mise en pratique des recommandations qui ont été acceptées par l'État béninois pour la révision du code du numérique. Donc, le code du numérique, en fait, qui aujourd'hui est un texte de loi sans colonne vertébrale. Vous avez, par exemple, des termes clés qui ne sont pas définis dans ce texte de loi. Donc, il est important aujourd'hui que dans ce contexte, en fait, de tension où on assiste à un recours abondant à la désinformation, que les États mettent déjà à niveau les lois dans les pays. Donc, nous, par exemple, c'est un combat que nous avons mené, comme je le disais, dans le cadre de l'examen périodique universel, parce que depuis le 3e cycle, le gouvernement béninois a accepté plusieurs recommandations, mais se garde de mettre en pratique ces recommandations concernant la révision de textes de loi donc qui sont en rapport avec l'espace numérique. Or, vous avez parfois des termes qui ne sont pas définis. Vous avez également des articles dans les textes de loi qui sont utilisés dans certains pays qui mettent à mal le principe résiduel de liberté. Donc, c'est en fait pour toutes ces raisons que nous, au niveau du Bénin, nous avons donc mené des actions auprès du Parlement pour que ce texte de loi soit révisé. Et je pense que c'est un constat qu'on peut faire également dans plusieurs pays où souvent les lois n'évoluent pas avec les pratiques de la société. Donc, il y a un décalage entre les pratiques qu'on peut observer et la façon dont les lois sont rédigées. Aujourd'hui, vous avez par exemple des dictées qui circulent, des acteurs locaux s'y adonnent, vous avez également des acteurs internationaux qui s'y adonnent. Vous avez aussi les algorithmes aujourd'hui qui sont utilisés pour analyser voilà, donc pour analyser les activités des internautes en ligne, pour faire du profilage, pour amplifier, pour réduire la dissémination de certaines informations. Donc, et tout ça se fait de façon opaque. Et à l'approche des élections, il y a tout un marché qui se développe, en fait, un marché où on assiste à toutes les transactions les plus immondes, en fait. Donc aujourd'hui, il est important dans ce genre de contexte que les États adoptent une attitude plus transparente par rapport aux lois qui sont élaborées, parce que souvent, c'est des lois qui sont utilisées à d'autres fins pour, par exemple, réduire la liberté d'expression ou sont utilisées pour mettre à mal la liberté de presse, la liberté de communication des internautes. Donc, c'est là aujourd'hui que se situe le véritable enjeu. Et à côté de cet enjeu, il est important également d'auditer aujourd'hui les algorithmes des grands groupes, des réseaux sociaux, comme je le disais, des algorithmes, en fait, qui viennent semer le chaos, qui viennent semer la zizanie dans les champs informationnels africains, surtout à l'approche des élections. Vous avez aujourd'hui ces algorithmes qui sont capables de faire des manipulations, et donc tout ceci aujourd'hui prospère à un moment où les internautes vont de plus en plus chercher les informations en ligne aujourd'hui en Afrique grâce à la percée de la téléphonie mobile. Donc c'est important aujourd'hui que les États redoublent d'ardeur dans l'éducation à la citoyenneté. Il est important de sensibiliser d'abord les internautes, le grand public aux enjeux en fait qui se déroulent sous leurs yeux et qu'ils ne sont pas toujours à même de décrypter de façon aisée. Donc, c'est important donc d'éduquer les masses par rapport à ça. Il faut investir davantage donc dans l'éducation civique, sensibiliser donc les internautes à être beaucoup plus prudents, analyser avec la prudence, la retenue, de la méfiance, tout ce qui circule en ligne à l'approche des élections. Il faut également, comme le disait Donatien, s'informer auprès de plusieurs médias. Donc, il faut voilà, il faut apprendre à digérer les informations, donc à analyser, observer. Donc observer avec du temps. Il faut qu'on réapprenne à observer avec du temps, à essayer d'analyser les informations quand on s'informe auprès de plusieurs sources. Donc il faut voilà, s'assurer que souvent les informations qu'on essaie de capter proviennent de certaines sources plus ou moins fiables en fait. Donc qu'on apprenne à vérifier la véracité des informations, prendre le temps de vérifier ce qui circule, particulièrement quand c'est suspect, quand ça a tendance à jouer sur nos émotions. Donc tout ceci, c'est important. Aujourd'hui, dans un univers numérique qui est dominé donc par les algorithmes qui organisent les informations
en chambre d'écho à travers l'amplification de certains phénomènes et qui réduisent la diversité donc des sources auxquelles les internautes sont exposés. Ces phénomènes ne risquent pas de disparaître de sitôt. Au contraire, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont de plus en plus sophistiqués, donc les pratiques sont de plus en plus sophistiquées, dissimulées, subtiles, et donc il faudrait vraiment que l'État donc joue la carte de la transparence dans un premier temps, et qu'ensemble avec les autres acteurs, à savoir les instances de régulation, mais aussi les groupes de réseaux sociaux qui commencent à avoir des présences physiques dans certains pays en Afrique, la société civile, et puis qu'on essaie de revaloriser, réinstaller le fact-checking au cœur des processus de communication en ligne, parce qu'aujourd'hui, certains groupes comme Facebook essaient de se désengager, essaient de se cacher derrière les notes de communauté. Dans le même temps, la désinformation continue de prospérer. Donc, c'est ensemble, en fait, que tous ces acteurs, sous l'impulsion de l'État, pourraient juste ensemble, mieux lutter, coordonner leurs forces pour lutter contre ce phénomène de la désinformation. Aujourd'hui, il y a un désintérêt réel, en fait, des jeunes internautes pour les questions de l'information, mais aussi de politique en général. Donc, c'est un véritable souci qu'on peut observer à travers le taux d'abstention lors de certaines élections en Afrique. Donc, c'est un taux d'abstention qui souvent est un véritable casse-tête pour les hommes politiques, parce qu'ils cherchent les moyens pour aller démarcher cet électorat, et des fois ils sont prêts à pactiser avec le diable, de sorte que ils ont recours aux mécanismes de désinformation, justement. Donc, or, la plupart des gens et certaines franges sociales de la population, comme les jeunes dont je parlais, aujourd'hui se désintéressent de l'information en général, se désintéressent de la chose politique, et donc ils s'en foutent un peu de tout ce qui a trait à la désinformation. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, par exemple, certains acteurs qui s'adonnent à la création de deepfake pour jouer sur le caractère ludique, pour aller démarcher donc c'est cet électorat jeune, en fait, cet électorat connecté. Donc, mais c'est dangereux donc de faire recours à des deepfakes pour aller cibler de tels électeurs. Donc aujourd'hui, il faudrait justement qu'on réinvente le fait politique, qu'on réinvente la chose politique, en fait, pour valoriser d'une meilleure façon, en fait, ces jeunes, en fait, qui aujourd'hui se désintéressent de la chose politique et qui ne se soucient pas du tout de la désinformation, et qu'on peut tromper en jouant sur des cordes culturelles, des cordes ludiques, comme par exemple en exploitant les deepfakes. Donc aujourd'hui, il est important donc de vraiment garder cela à l'esprit, parce que l'un des objectifs majeurs est certes d'accroître la vigilance, donc, et de susciter l'intérêt du plus grand nombre autour de ces problématiques, mais il faut également chercher à restaurer la confiance des citoyens, des jeunes citoyens, envers les informations fiables, les informations crédibles, envers la chose politique, envers la chose civique. Et ça implique également la responsabilité. En fait, les hommes politiques sont impliqués, leur responsabilité est impliquée au premier chef, mais aussi ça implique également la nécessité de mieux valoriser les médias, comme Donatien le disait. Donc, il faut contribuer à créer des médias forts, à créer les conditions pour donner une aide solide à la presse, par exemple dans certains contextes. Il faut éviter les ingérences pour aller tacler la presse, empêcher la presse donc de traiter l'information de façon libre, comme on peut le voir dans beaucoup de pays. Et encore une fois, quand par exemple des États comme le Bénin acceptent des recommandations dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de l'examen périodique universel pour protéger les journalistes, en fait, pour protéger l'information, il faudrait vraiment qu'ils s'engagent à mettre en pratique, à mettre en œuvre ces recommandations, parce qu'en fait, il y va véritablement donc de la lutte contre la désinformation, et donc ça passe par la protection, par la sécurité des journalistes aussi, ça passe également par la valorisation de l'espace civique, et donc c'est un peu une sorte de mise à niveau, d'addition de tout ceci, qui peut permettre justement donc de rehausser en fait l'intérêt donc de la jeune génération, des jeunes internautes pour la chose politique, pour la chose civique, et qui permettrait par exemple de lutter contre ce taux d'abstention qui donne des maux de tête aux politiciens à l'approche des élections, des joutes électorales sur le continent africain.